Elle a ri avec la foule jusqu'à ce qu'elle remarque le siège vide et ce que cela signifiait vraiment. Le micro n'était même pas pointé sur elle quand elle l'a dit. Elle n'en avait pas besoin. Sa voix portait, d'une manière ou d'une autre. Plus fort que le jazz en fond sonore, plus fort que le cliquetis des fourchettes, plus fort que les battements de mon cœur. Oh, il ne comprend rien. Reed pense encore que le SEO est une sorte d'examen médical. Un éclat de rire général. Les gens ont même applaudi. Quelqu'un à sa table a reniflé si fort qu'il en a renversé son verre d'eau. Je me tenais là, à 3 mètres derrière elle, tenant un verre de cidre de pomme pétillant parce que je ne bois plus. Elle le sait. Je revenais juste des toilettes. Ou peut-être que j'avais juste besoin de respirer. Ça n'a plus d'importance maintenant. Elle ne m'avait pas vu. Pas encore. Elle était en pleine phrase, en pleine blague, en plein feu des projecteurs. Coiffure parfaite. Cette chaîne métallique qu'elle porte quand elle essaie de se sentir précieuse. Le dos cambré juste ce qu'il faut pour paraître confiante, mais pas assez pour donner l'impression qu'elle en fait trop. Elle était à l'aise. Et j'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. Elle ne pensait pas que j'étais réel. J'étais un concept, un accessoire, un sujet de conversation dont on pouvait se moquer entre les plats. Et je savais que si je partais à cet instant précis, par la sortie de secours juste après la sculpture en forme d'œil, elle ne le remarquerait pas avant au moins 7 minutes. Alors, j'ai chronométré. J'ai regardé ma montre en quittant la salle de banquet. 21h13, personne ne m'a suivi. Personne ne m'a arrêté. Le type du vestiaire m'a souri poliment, comme si j'étais juste un autre cadre au ventre plein qui décidait de rentrer tôt. Je lui ai donné un pourboire de 5 €. Je ne sais pas pourquoi. Dans le hall, je me suis assis sur un de ces canapés en velours qu'ils ont toujours près des ascenseurs, faisant défiler mon téléphone juste pour empêcher mes mains de trembler. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas gêné. J'étais parti. Émotionnellement, spirituellement, peut-être même légalement. Je ne sais pas. À 21h23, j'ai rallumé l'écran de mon téléphone. 4 appels manqués. À 21h26, un 5e. Et puis le premier texto, où es-tu passé? Reed, suivi de, c'était juste une blague. OMG. Tout le monde a ri. Puis, les gens demandent où tu es. Reviens, s'il te plaît. Mais j'étais déjà à mi-chemin du parking, appuyant sur le bouton de déverrouillage comme s'il me devait quelque chose. Ce n'est pas cette nuit-là que le mariage s'est terminé. Non, il s'est terminé 3 semaines plus tard, quand je lui ai finalement dit exactement ce que j'avais fait après être parti, et ce que j'avais découvert. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'une blague. Il ne s'agissait pas seulement du fait que j'avais laissé une chaise vide. Il s'agissait de la raison pour laquelle elle pensait que je n'aurais jamais le courage de le faire. 3 jours ont passé avant qu'elle n'en parle. Pas de la blague. Non, ça, c'était apparemment juste de l'humour. La façon dont les gens parlent dans son milieu, rien de personnel. Ce dont elle voulait parler, c'était pourquoi j'étais parti sans rien dire et pourquoi j'avais fait une scène en ne faisant pas de scène. Je lui ai dit que je ne me sentais tout simplement pas bien. Elle a hoché la tête, presque soulagée, comme si elle pouvait classer cette excuse soigneusement dans le dossier, sentiment de Reed, qui n'aurait jamais besoin d'être rouvert. Mais je n'étais pas malade. Sauf si l'on compte ce genre de malaise que l'on ressent quand quelqu'un, doucement mais constamment, vous fait sentir comme un bruit de fond. Comme si votre loyauté était une évidence, votre silence attendu, et votre absence temporaire. J'ai attendu jusqu'à jeudi soir. Elle était à un dîner de « réflexion stratégique », quoi que cela veuille dire. J'étais rentré tôt. J'avais commencé à me préparer à dîner, mais j'ai fini par rester debout dans la cuisine, une spatule à la main, fixant la poêle comme si elle m'avait fait du tort. Puis je suis allé de son côté du placard. Ce n'était pas prévu. Je ne fouinais pas. Du moins, c'est ce que je me suis dit au début. Je voulais juste confirmer quelque chose. Je voulais savoir si elle avait pris la peine de suspendre sa robe de la soirée. Elle ne l'avait pas fait. Elle était fourrée, à moitié pliée, dans son tiroir du bas, sous des vêtements de sport de voyage et une écharpe qu'elle n'avait pas portée depuis la pandémie. Et sous ce tiroir, caché derrière le double fond que je n'avais pas remarqué auparavant, il y avait un autre téléphone. Un modèle plus ancien, toujours en mode avion. Laissez-moi faire une pause ici. Je ne suis pas le genre de type à tirer des conclusions hâtives. Je suis le contraire, en fait.
trop confiant, trop patient, trop disposé à trouver des explications pour les choses qui me tordent l'estomac. Mais ça, ce n'était pas un chargeur, ni une sauvegarde de travail, ni un téléphone à clapet d'urgence. Il y avait des empreintes digitales. Il était chaud. Et quand j'ai désactivé le mode avion, il s'est connecté automatiquement à notre Wi-Fi. Il n'y avait que quelques textos dessus. La plupart avaient été supprimés, mal, paresseusement, comme quelqu'un qui pensait que l'effort comptait plus que le risque. Je n'oublierai jamais le premier nom qui est apparu dans le fil de discussion restant. Ouah. Pas Weston. Pas Wells. Juste Ouah. J'ai fait défiler. J'avais l'impression que mes mains appartenaient à quelqu'un d'autre. Ouah, tu étais en feu hier soir. Sérieusement, tu sais toujours exactement quoi dire. Cali, tu aurais dû voir sa tête quand ils ont ri. Un vrai chevreuil pris dans les phares. Ouah, il pense encore que tu es sa petite femme secrétaire. Lol. Cali, il pense qu'on va essayer d'avoir un bébé l'année prochaine. N'est-ce pas adorable? Je n'ai pas jeté le téléphone. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste assis par terre dans le placard, fixant la lumière qui filtrait du couloir. Le truc, c'est que je l'avais su. Pas exactement, pas clairement, mais au fond de moi, je l'avais su. Son rire avait changé. Ses contacts avaient cessé. Ses histoires s'étaient transformées en résumés. Et j'avais ignoré chaque signal parce que je ne voulais pas admettre que je n'étais pas assez. Mais maintenant, assis là, le téléphone vibrant à nouveau dans ma main avec un nouveau message de Ouah, je ne me sentais pas petit. Je me sentais comme quelqu'un de nouveau, comme un homme retournant tranquillement vers sa chaise. Non pas pour s'y asseoir, mais pour la retirer de la table, de la pièce, de son monde, entièrement. Et ce que j'ai fait ensuite lui a fait réaliser à quel point ce siège vide allait devenir réel. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Peut-être par curiosité. Peut-être par fierté. Ou peut-être qu'au fond de moi, je voulais juste voir jusqu'où son monde allait sans moi. Je suis resté assis là sur la moquette pendant un long moment, fixant la lueur de ce vieux téléphone. Mon reflet tremblait sur l'écran noir quand j'ai finalement tapé quelque chose. Je ne l'ai pas envoyé en mon nom, cependant. J'ai répondu comme si j'étais elle. Juste un message. Rien de fou, rien qui puisse me démasquer. J'ai écrit, on devrait peut-être calmer le jeu pendant un moment. Il commence à remarquer des choses. C'était à la fois mal et électrique. Les 3 petits points sont apparus presque immédiatement. La bulle de frappe pulsant comme un battement de cœur. Ouah, c'est bon. Il n'est pas un problème, Cali. Il ne l'a jamais été. Pas un problème. Je ne sais pas pourquoi ces 3 mots m'ont fait plus mal que le reste. Ils n'étaient pas cruels. Ils n'étaient même pas en colère. Ils étaient dédaigneux, comme si j'étais un inconvénient mineur, une ombre lointaine derrière leur projecteur. Pendant un moment, j'ai juste regardé l'écran, attendant la suite. Puis un autre message est arrivé. Ouah, je réserverai à nouveau le chalet pour le week-end, juste au cas où. J'ai verrouillé le téléphone. Je ne voulais pas en voir plus. Je savais déjà ce que signifiait, le chalet pour le week-end. Cali avait une retraite d'équipe à venir. Elle disait que c'était pour la cohésion de projet, une escapade pour la collaboration créative. Elle m'avait même invité à l'accompagner si je voulais une pause des chariots élévateurs. J'avais dit non, bien sûr. Je ne voulais pas la mettre dans l'embarras devant ses collègues. Mais maintenant, assis dans le calme de notre maison, je réalisais que ce voyage n'avait rien à voir avec le travail. Quand elle est rentrée cette nuit-là, son parfum a envahi l'air avant même qu'elle n'ouvre la porte de la chambre. « Tu es encore debout ?» demanda-t-elle doucement. J'étais assis sur le canapé, faisant semblant de faire défiler mon téléphone, bien que mon esprit répétait en boucle la phrase « Il n'est pas un problème ». « Ouais », dis-je, je rattrape juste quelques trucs. Elle sourit, un petit sourire distrait. « Ne veille pas trop tard. Grosse journée demain. » J'ai hoché la tête, faisant semblant de ne pas remarquer le faible éclat d'un suçon caché sous la racine de ses cheveux. Le rouge à lèvres inégal qu'elle n'avait pas complètement essuyé. Elle a disparu dans la salle de bain en fredonnant. J'ai entendu la douche se mettre en marche, le clic de son téléphone en train de charger son téléphone principal, pas celui que j'avais trouvé. Et puis, de nulle part, j'ai réalisé quelque chose de terriblement simple. Si je la confrontais maintenant, elle mentirait. Elle pleurerait.
Elle retournerait la situation jusqu'à ce que, d'une manière ou d'une autre, je devienne le mari jaloux qui n'a jamais soutenu son épanouissement. Je l'avais vu faire ça à d'autres, doucement, expertement. Elle pouvait rendre la culpabilité logique. Alors je ne l'ai pas confrontée. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai soigneusement remis le téléphone secret là où je l'avais trouvé et j'ai fermé le tiroir. Le lendemain, elle est partie tôt pour le travail. Mais elle a fait une erreur, une petite erreur stupide. Elle a laissé son agenda sur le comptoir de la cuisine, celui qu'elle emportait toujours partout. À l'intérieur se trouvait un reçu plié d'un endroit appelé « Chalet des Pins Argentés ». Il était daté du week-end à venir. Ce matin-là, je me suis déclaré malade, et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti coupable de mentir à mon patron, parce que je savais exactement ce que j'allais faire de ces 2 jours de congé. Je ne prévoyais pas de vengeance. Pas exactement. Je voulais juste la vérité, voir de quoi ils riaient tous les deux quand je n'étais pas là, savoir quel genre d'homme était vraiment moi, et peut-être lui rappeler que même les plus discrets, ceux dont on se moque, qu'on ignore, qu'on néglige, peuvent encore choisir quand quitter la pièce. Alors, j'ai fait un sac, pris un appareil photo, un manteau, et le vendredi après-midi, je roulais vers le nord, en direction des Pins Argentés, répétant ce que je dirais si elle me regardait dans les yeux et essayait de m'appeler à nouveau « chérie ». La route vers les Pins Argentés était plus étroite que dans mes souvenirs. Il y a des années, Cali et moi étions passés par un tronçon similaire en allant visiter un vignoble, à l'époque où les week-ends nous appartenaient encore, et n'étaient pas des opportunités de réseautage ou de cohésion d'entreprise. Les pneus crissaient sur le gravier alors que je quittais la route principale et suivais le chemin bordé d'arbres qui semblaient avoir leur propre secret. J'ai éteint les phares en approchant de l'entrée de la propriété. Le chalet n'était pas visible de la route, mais je pouvais voir la faible lueur ambrée des lumières du porche à travers les branches. Je me suis garé un peu plus haut sur la colline, juste hors de vue. J'avais apporté des jumelles, un thermos de café et mon vieil appareil photo réflexe numérique avec le téléobjectif que je n'avais pas touché depuis 4 ans. Le vent mordait à travers ma veste pendant que j'attendais, accroupi derrière une clôture en bois, observant l'allée de gravier avec cette angoisse lente et sourde que les gens ressentent probablement avant d'ouvrir une enveloppe scellée de l'hôpital. À 17h41, une voiture à haillons argentés est arrivée. Cali est sortie la première. Même rire, même écharpe que lors du gala, même botte que je l'avais aidé à choisir à Noël dernier. Puis la portière du conducteur s'est ouverte. Un homme est sorti, grand, bien rasé oie, j'ai supposé. Il ne portait aucun bagage. Il a simplement contourné la voiture et a posé la main sur sa taille comme s'il l'avait fait 100 fois auparavant. Elle s'est blottie contre lui. Familier, désinvolte. Il n'y avait même pas d'hésitation. Ils ont déverrouillé la porte du chalet et ont disparu à l'intérieur. Ça aurait dû être le moment qui me brise, mais étrangement, ce ne fut pas le cas. Ce sont les petites choses qui ont fait plus mal. La façon dont elle s'est retournée pour s'assurer que la porte se fermait bien. La façon dont elle lui a tapoté l'épaule en riant comme une étudiante flirtant à une fête de fraternité. La façon dont il a passé son bras autour de son cou et l'a maintenu là, presque possessivement. Et soudain, ce n'est pas de la douleur que j'ai ressentie. C'était de la distance. Comme si j'avais été arraché à ma propre vie et jeté dans le mauvais rêve de quelqu'un d'autre. Je suis resté là pendant des heures, prenant des photos. Pas pour la vengeance, pas pour les montrer à qui que ce soit, juste pour me prouver que c'était vraiment en train de se produire, que ce n'était pas dans ma tête, qu'elle avait vraiment choisi de venir ici avec lui au lieu d'avoir la conversation difficile qu'elle me devait. Le pire moment est arrivé juste après 22 heures. Ils ont allumé la cheminée. Je pouvais le voir à travers une petite ouverture dans les rideaux. Ils étaient assis sur le tapis. Elle avait un verre de vin dans une main, l'autre posé sur sa jambe comme si c'était sa place. Il s'est penché et a murmuré quelque chose. Elle a ri. Pas un grand rire, juste un de ces rires doux et sincères. Le genre que je n'avais pas entendu depuis des mois. Et c'est là que ça m'a frappé. Il connaissait une version d'elle que je n'avais pas encore rencontrée. Une qu'elle avait façonnée juste pour lui. Mais quelque chose n'allait pas qu'elle y vérifiait sans cesse son téléphone. Pas son principal. L'autre, le deuxième. Elle l'avait à côté de son verre de vin. Elle l'a pris plusieurs fois, a tapé quelque chose, puis a hésité. Finalement, elle l'a posé brutalement par terre et a soupiré. C'est là que j'ai réalisé qu'elle n'avait pas encore vu mon dernier message. Celui que j'avais envoyé depuis son compte, en me faisant passer pour elle. Elle était nerveuse.
Il ne semblait pas le remarquer. À minuit, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Et puis, stupidement, j'ai fait quelque chose d'impulsif. J'ai rédigé un message pour son vrai téléphone. De mon vrai numéro. Quelque chose qu'elle ne pourrait pas ignorer. Il disait, « Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Regarde juste dehors. » J'ai attendu exactement 2 minutes, puis je suis sorti de l'ombre, juste assez pour être vu, juste assez pour que la lumière de la fenêtre de devant éclaire le côté de mon visage. Son cri fut audible même de l'extérieur. Oua a couru à la fenêtre. J'ai reculé dans l'obscurité. La porte s'est ouverte violemment, sa silhouette se découpant dans la chaude lumière du chalet. « Reed » a-t-elle crié dans les arbres. Je n'ai rien dit. Je remontais déjà le sentier vers ma voiture. Pas vite, pas lentement, juste avec ce poids creux dans la poitrine qui vient quand une tempête éclate, mais que le vent ne s'est pas encore calmé. Je n'ai pas répondu à ces appels cette nuit-là. Ni quand ils ont commencé. Ni quand ils ont doublé. Pas même quand le dernier est arrivé à 2h37 du matin, avec sa voix sur la messagerie vocale, chuchotant, « S'il te plaît, reviens. Je ne savais pas que tu étais là. » Elle avait raison. Elle ne savait pas que j'étais là. Tout comme elle ne savait pas que l'homme dont elle avait fait une blague serait celui qui mettrait tranquillement fin à la représentation en pleine scène et quitterait les planches avant que les applaudissements ne s'estompent. J'ai ignoré ses appels pendant 2 jours entiers. Je ne l'ai pas bloqué. Je n'ai pas répondu par texto. Je ne lui ai rien donné. Pas une réaction, pas une explication, pas même une miette de pain. Juste le silence. Le genre de silence qui devient un miroir. C'est le truc avec les gens comme Cali. Ils sont à leur meilleur quand ils savent que quelqu'un les regarde. Mais quand le public disparaît, quand les applaudissements s'éteignent, ils se perdent dans le silence. Le dimanche soir, je suis rentré à la maison pour la trouver assise à la table de la cuisine, entièrement habillée, comme si elle n'avait pas été sur du degré de formalité de la confrontation. Cheveux brossés, maquillage subtil, mains jointes. Son expression se voulait raisonnable, mais ses yeux étaient affolés. Elle avait allumé une bougie, une de celles qui sentent les halls d'hôtel et l'eucalyptus artificiel. J'ai failli rire. Au lieu de cela, je suis passé devant elle, j'ai jeté mes clés dans le bol près de la porte et j'ai ouvert le frigo. Le jus d'orange était périmé. Bien sûr qu'il l'était. Tu n'as pas répondu, dit-elle enfin. Je me suis retourné. Je sais. Elle s'est éclaircie la gorge. J'ai paniqué quand je t'ai vu au chalet. Je ne savais pas quoi dire. C'était évident, ai-je marmonné, puis j'ai immédiatement détesté mon ton mesquin, mais je ne suis pas revenu sur mes paroles. Je suis désolé, Reed. Je le suis vraiment. Elle s'est levée, comme si la hauteur pouvait lui donner plus de crédibilité. Ça ne signifiait rien. C'est juste que j'ai été sous pression et j'avais besoin de me sentir vu, et tu as été si distant. Non, les jeux coupés. On ne va pas faire ça. Tu n'as pas le droit de retourner la situation comme si j'avais été le premier à m'éloigner. Son visage s'est crispé, juste une seconde, comme si le masque se fissurait. J'ai pris une profonde inspiration. Depuis combien de temps? Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée, puis s'est rouverte. Est-ce que ça a de l'importance? Ce n'est pas une réponse. Depuis des mois, a-t-elle chuchoté. J'ai hoché la tête. Non pas parce que je la croyais, mais parce que je n'avais pas l'énergie de la pousser à dire le vrai chiffre. Depuis des mois. Des mois à rire avec lui dans mon dos. Des mois à me comparer à quelqu'un d'autre, pas dans sa tête, mais dans de vrais textos, dans des notes vocales, dans des week-ends volés. J'ai sorti mon téléphone, ouvert les photos, posé l'écran sur la table entre nous. La lecture s'est lancée automatiquement. Un court clip, Oua allumant un feu, elle versant du vin, elle se penchant vers lui et disant quelque chose que je ne pouvais pas entendre, mais que je n'avais pas besoin d'entendre. Son sourire était doux, familier. Elle a fixé l'écran, la bouche légèrement ouverte. Tu nous as enregistrés? Non, ai-je dit. Je me suis enregistré en train de voir clair, enfin. L'écran est devenu noir. Je ne l'ai pas touché. Cali s'est rassise, lentement, comme si elle avait vieilli en 60 secondes. Je ne veux pas te perdre, dit-elle en tendant la main sur la table. Je n'ai pas bougé. Tu me connais, Reed. Tu connais mon cœur.
Il ne s'agissait pas de te remplacer. Je sais, ai-je dit doucement. Il s'agissait de prétendre que je n'avais pas d'importance. Elle a cligné des yeux. Sa main est restée suspendue dans les airs, incertaine de devoir se retirer ou continuer d'essayer. Je me suis levé. Où vas-tu, demanda-t-elle. Réfléchir. Tu réfléchis depuis des jours. Exactement. Et je suis entré dans la chambre d'Amy, celle qu'elle appelait son bureau, celle qui était devenue un cimetière de passe-temps oubliés et de livres jamais ouverts. Et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Pour la première fois depuis le gala, j'ai senti le contrôle revenir dans mon corps. Pas le pouvoir, pas la vengeance, juste la clarté. Elle était toujours assise là, de l'autre côté de cette porte, probablement en train de répéter une version différente de la vérité. Une où elle était la victime du stress. Une où j'avais cessé de l'aimer en premier. Une où l'homme qui avait quitté la salle de bal était juste trop sensible. Mais elle avait oublié quelque chose. J'étais le seul à me souvenir du moment exact où le siège à côté d'elle s'était vidé. Et combien de temps exactement elle avait continué à rire avant de le remarquer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant elle. Pas parce que je le voulais. Mon corps refusait simplement de se reposer davantage. Le sommeil était devenu un territoire hostile. Mon esprit rejouait ce rire, ce toast, cette réplique qu'elle avait lâchée si facilement devant tous ces gens, comme si j'étais juste un mari de substitution en attente d'être supprimé lors de la prochaine mise à jour logicielle. J'ai fait du café, je me suis assis à la table de la cuisine, au même endroit où elle avait essayé de me tendre la main la veille. Elle n'est pas sortie de la chambre. Tant mieux. J'ai consulté mes emails professionnels. Non pas que les horaires des chariots élévateurs ou les mises à jour de l'entrepôt m'importaient, juste parce que j'avais besoin de sentir qu'une partie de ma vie avait encore des règles, avait encore un sens. C'est là que je l'ai vu. Un message de Kali. Objet, point de discussion panel de vendredi. Il avait été transféré accidentellement de son compte professionnel au mien. Probablement un réflexe. Elle m'envoyait souvent des notes à relire, à l'époque où nous étions encore une équipe. Mais celui-ci ne m'était pas destiné. Il incluait un fil de discussion, un long, des échanges internes entre elles, son manager et, bien sûr, moi. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais ce n'était pas ça. Le sujet était censé porter sur son prochain panel sur le leadership et le storytelling de marque, mais quelqu'un dans la chaîne de mai avait inclus une ébauche de présentation, et dans cette présentation, à la deuxième diapositive, il y avait une photo de moi, prise lors du gala. C'était un cliché flou, de côté, en pleine blague, pendant que tout le monde à table riait et que j'étais assis là, figé, tenant un verre d'eau comme un putain d'accessoire. La diapositive était intitulée « Le public non cible, savoir quand ne pas s'adresser à certains archétypes ». Je l'ai fixé pendant une minute entière avant de comprendre ce que cela signifiait. Il m'utilisait comme un exemple, un symbole de la personne sur laquelle il ne fallait pas gaspiller d'efforts marketing. Émotionnellement rigide, faible engagement numérique, comportement de consommateur passif, disaient les notes. Solidaire mais finalement immobile. Représente le public que nous devons dépasser. Kali n'avait pas écrit ces mots, mais elle avait répondu à la chaîne de mai avec un emoji pouce levé et un visage à l'envers. Elle avait donné son accord. L'homme qui préparait son déjeuner pendant ses projets nocturnes. L'homme qui allait la chercher à l'aéroport après des vols de nuit. L'homme qui avait pris un deuxième emploi pendant 1 an pour qu'elle puisse lancer sa propre agence de freelance avant d'être embauchée dans sa boîte actuelle. J'étais maintenant une étude de cas, un archétype, une fable édifiante. Je ne me suis pas mis en colère, pas de la manière dramatique des films. J'ai juste fermé mon ordinateur portable, je suis retourné dans la chambre et j'ai pris l'écrin de la bague sur ma commode, celui que j'avais prévu d'utiliser pour notre renouvellement de vœux au printemps. Elle n'avait aucune idée que je l'avais même acheté. Il y avait une petite gravure à l'intérieur, encore toi, toujours toi. L'ironie était cuisante. Elle a bougé dans le lit alors que je le posais sur son oreiller, juste à côté de l'endroit où sa tête avait reposé. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste laissé là et je suis allé dans le salon. 10 minutes plus tard, elle est sortie avec la boîte à la main. Reed, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement pris la télécommande et coupé le son de la télé. C'est une blague? Maintenant, elle tremblait, pas de peur, d'incrédulité. Tu as fouillé dans mes emails professionnels? Non, ai-je dit. Ils sont venus à moi, comme la vérité le fait généralement quand les gens deviennent trop à l'aise.
Elle s'est effondrée sur le canapé, l'écrin toujours ouvert à la main. Je ne le pensais pas comme ça. Ce n'était pas ce que ça avait l'air. C'était un exemple de branding. Tu n'as pas à expliquer ce par quoi j'ai le droit de me sentir humilié, Cali. Il y eut à nouveau le silence. Pas le genre lourd et plein de suspense. Le genre triste et qui se délite. Celui qui vous laisse voir les trous dans tout ce que vous avez construit. Puis elle a chuchoté, « Est-ce que tu me détestes ?» Je me suis tourné vers elle. Non. Je crois que c'est le pire. Je ne te déteste pas du tout. Je ne crois juste plus que tu m'aies jamais vraiment vu comme quelqu'un qui comptait, une fois que tu n'as plus eu besoin de moi. Elle a cligné des yeux rapidement, serrant la boîte plus fort. Et tu sais quoi? Ai-je ajouté en me levant. Tu peux la garder. La bague. L'écrin. La version de moi que tu pensais inoffensive. Où vas-tu? A-t-elle demandé à nouveau, la voix brisée cette fois. Quelque part où je n'ai pas besoin d'être expliqué. Je l'ai laissé là, sur le canapé, la télé en sourdine clignotant des segments d'actualité en silence, et la bague, ma bague, toujours dans ses mains, comme des excuses non ouvertes. 3 jours après mon départ, elle m'a envoyé un email. Pas un texto, pas un message vocal. Un email, formaté comme une lettre de démission, mais écrit comme une conférence TED. Il était intitulé « Une lettre que j'espère tu liras quand tu seras prêt ». J'ai failli le supprimer. Non pas parce que je m'en fichais, bien au contraire, mais parce que je savais déjà ce qu'il dirait. Cali avait toujours été douée avec les mots. Elle pouvait transformer n'importe quelle situation en une leçon, un recadrage, une révélation personnelle qui omettait commodément la partie où quelqu'un d'autre devait en payer le prix. Mais je l'ai ouvert quand même, et j'ai lu chaque mot. Elle n'a pas nié ce qui s'était passé. C'était la première surprise. Pas de déviation. Pas de « tu as mal compris ». Pas de « c'était un moment de faiblesse ». Elle a tout exposé, comment ça avait commencé, comment ça avait dégénéré, comment elle savait qu'elle aurait dû y mettre fin mais ne l'avait pas fait. Non pas parce qu'elle ne m'aimait pas, disait-elle, mais parce qu'elle avait oublié à quoi l'amour était censé ressembler quand tout autour d'elle continuait de récompenser l'ambition au détriment de la loyauté. Elle a admis que Wa n'avait jamais signifié quelque chose à long terme. Qu'il ne la faisait même pas se sentir en sécurité, juste vive, vue, pertinente. Que dans ses yeux, elle se sentait comme une star. Et que dans les miens, elle avait commencé à se sentir comme une rediffusion. Cette partie m'a marqué, parce que peut-être qu'elle n'avait pas tort. Je m'étais réfugié dans le travail, dans le silence, dans cette zone grise où l'on arrête d'essayer d'impressionner la personne que l'on a déjà. Mais le truc, c'est que Cali n'a pas demandé à être vue à nouveau. Elle a demandé à être vénérée. Et c'est une chose très différente. Au milieu de l'email, elle avait inclus un lien. Il menait à un dossier privé sur son cloud. À l'intérieur, des photos du chalet, mais pas le genre que j'avais prise. Celles-ci provenaient de son téléphone, des images qu'elle avait prises quand Wa ne regardait pas. Son visage ne souriait sur aucune d'elles. Elle ne jouait pas la comédie. Elle avait l'air distante, mal à l'aise, et sur une, elle avait même zoomé sur l'arrière de sa tête, avec une note en légende, pas celui que je pensais qu'il serait. Je suis resté avec ça un moment. Puis j'ai remarqué autre chose. Un autre fichier dans le dossier, un enregistrement audio, étiqueté seulement avec une date. Le même week-end où elle était allée au chalet. J'ai appuyé sur lecture. C'était étouffé au début, juste des bruits de fond. Le vent, un feu qui crépite, puis sa voix. Ne m'appelle pas comme ça, s'il te plaît. Une pause. Ouah, quoi? Je plaisantais. Cali, tu ne me connais même pas. Tu sais juste qui je prétends être avec des gens comme toi. Une autre pause. Ouah, alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Sa voix, plus basse maintenant, je brûle la dernière partie de quelque chose que je ne veux pas ramener à la maison. Le fichier s'est terminé. Pas de cris, pas de drame, juste le son creux de quelqu'un qui réalise qu'il a construit un feu avec le mauvais type de bois, et que la fumée l'a suivi jusqu'à la maison. Elle n'a pas envoyé le fichier pour s'expliquer. Elle n'a pas demandé que je revienne. Elle l'a dit dans son dernier paragraphe, je n'attends pas de pardon. J'attends le silence, parce que c'est ce que je t'ai donné quand j'ai ri trop fort pendant que tu t'effaçais en arrière-plan. Et c'est ce que je mérite. J'avais juste besoin que tu le saches avant que je parte. Partir. Ce mot avait un poids différent.
Et bien sûr, quand je suis rentré à la maison le lendemain, son placard était à moitié vide. Les clés étaient sur le comptoir, et un post-it jaune était collé sur le frigo. Pas un au revoir, pas un désolé, juste « n'arrête pas de te présenter pour toi-même, maintenant que je ne suis plus là pour te distraire ». Ça aurait dû me mettre en colère. Ce ne fut pas le cas. Parce que ce n'était pas une fin. C'était une prise de conscience. Elle avait finalement remarqué que la chaise était vide, mais je l'avais déjà retirée, pliée et emportée avec moi. Ça fait 6 mois que j'ai laissé la bague sur l'oreiller. 6 mois que je suis parti. Pas seulement loin de Cali, mais loin de la version de moi-même qui est restée silencieuse trop longtemps, a souri trop poliment, a pardonné trop vite. La version qui pensait que l'amour signifiait se faire plus petit juste pour laisser de la place au projecteur de quelqu'un d'autre. Pendant un temps, j'ai flotté. À moitié ici, à moitié là. Les matins étaient les plus durs. Se réveiller seul dans un espace qui sentait encore l'histoire partagée. Je n'ai pas touché le lit de son côté, pas déplacé ses tasses, pas supprimé ses séries enregistrées du compte de streaming. C'était comme effacer la preuve que j'avais un jour été choisi. Mais la guérison ne ressemble ni au feu ni à la fureur. Elle ressemble à de petites choses. Comme faire des pancakes pour personne d'autre que soi-même. Comme rire devant un film sans attendre de voir si quelqu'un d'autre rit aussi. Comme ne pas vérifier son téléphone toutes les 10 minutes pour voir s'ils ont changé d'avis. Je suis retourné à l'école. Rien de majeur. Juste des cours du soir à l'université locale. Écriture créative. Je ne savais même pas pourquoi je m'étais inscrit. Peut-être que j'avais besoin de raconter mon histoire avant qu'elle ne se fossilise. Peut-être que j'avais besoin d'entendre d'autres personnes dire à voix haute des choses que je n'avais jamais fait que murmurer dans ma propre tête. C'est là que j'ai rencontré Mara. Elle n'était pas tapa accent grave l'œil. Elle n'illuminait pas les pièces. Elle n'avait pas un rire étudié ni une communauté sur LinkedIn. Elle avait de l'encre sur ses phalanges et de la peinture sous ses ongles. Elle enseignait l'art-thérapie aux enfants et conduisait un vieux camion qui cliquetait comme s'il avait des secrets. La première fois que nous avons parlé, elle m'a demandé sur quoi j'écrivais. Je lui ai répondu, des chaises. Celles qui étaient autrefois occupées. Celles dans lesquelles je ne me suis jamais assis. Celles que j'ai abandonnées trop facilement. Elle n'a pas ri. Elle a juste hoché la tête et dit, on dirait que tu as de bonnes histoires. Et trop de gens qui ne les ont pas écoutées. Nous n'avons rien commencé tout de suite. Je ne voulais pas me précipiter vers quelqu'un juste pour m'éloigner de quelqu'un d'autre. Mais avec le temps, c'est arrivé naturellement. Sans applaudissements, sans scène. Un jour, j'ai levé les yeux et elle était déjà assise en face de moi. Un café à la main, les yeux dans les miens. Pas par-dessus mon épaule, pas à travers la pièce. Juste sur moi. La semaine dernière, je l'ai emmenée à une petite soirée de lecture à la bibliothèque du campus. Mon texte était court, maladroit, un peu décousu, mais honnête. J'ai parlé du fait de quitter un dîner plus tôt, d'être la chute d'une blague, de comment parfois, partir n'est pas abandonner, c'est enfin se présenter. Quand j'ai fini, il y a eu des applaudissements polis, mais de la part de Mara, juste un petit sourire et une chaise vide à côté d'elle, attendant que je revienne. Et cette fois, je l'ai fait. Volontairement, fièrement. Parce que lorsque la blague s'estompe, que les lumières diminuent et que le bruit s'éteint, ce qui compte vraiment, c'est qui est encore assis à côté de vous. Et qui ne vous a jamais fait sentir que vous deviez mériter le droit d'être là, en premier lieu.